Good afternoon, everyone, and welcome to SRP France 2021 and this fireside chat, RegTech, looking for opportunities to improve regulatory compliance. This conversation will be between Vincent Stefanovic, Client Director, Buy-Side Business for Europe from LPA, and Valérie Clouzot, Head of Legal, La Banque Postale Asset Management. Please note that this session will be in French. However, a simultaneous translation into English will be available. To listen to this session in English, please follow the link below in information section. When you have a chance, please also visit our exhibitor section. Please also note that this session has been pre-recorded and so speakers are unable to answer your questions. We hope that you will enjoy this session. And now I will pass over to Valérie and Vincent. Thank you. Bonjour Vincent, comme vous le savez, dans notre métier, l'environnement réglementaire évolue très vite et nous, sociétés de gestion, nous avons évidemment des obligations et des engagements vis-à-vis de nos clients, bien entendu, mais aussi des régulateurs et c'est des obligations qui s'imposent à nous et que nous ne pouvons pas, auxquelles nous ne pouvons pas échapper. En quoi une RegTech comme la vôtre est-elle susceptible de nous apporter quelque chose de différent par rapport aux services et logiciels qu'on utilise déjà aujourd'hui? Bonjour Valérie, merci d'abord d'être avec moi aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, comme vous l'avez dit, les banques, les gestionnaires, les assureurs, ils ont à faire face à un environnement réglementaire qui est vraiment en constante évolution. Et comme vous le précisiez, votre responsabilité, vous ne pouvez pas la dédier à quelqu'un d'autre, elle reste vraiment avec vous. Et c'est peut-être dans cet environnement la seule variable, d'ailleurs cette variable, c'est la constante dans cette équation. Donc si on regarde un petit peu ce que vous devez faire aujourd'hui sur la partie réglementaire, c'est vous allez devoir suivre une réglementation, peut-être faire du lobbying auprès de certaines institutions. Vous allez devoir ensuite analyser les impacts que peut avoir une certaine réglementation sur vous et aussi comment vous allez créer un projet pour la mettre en œuvre et l'implémenter au sein de votre société. Et puis après, derrière, il va y avoir des impacts sur la production, puisque c'est pour réglementation et une nouvelle production, tout le monde fait, et vous allez devoir mettre tout ça en production avec les données derrière, ce genre de choses. Et suivre la dissémination de ces informations et savoir si vos clients les ont bien reçues, bien consommées. Voilà. Et puis, la dernière partie à laquelle on doit faire face, c'est aussi toute la partie traçabilité, audit, puisqu'on doit rendre compte, nous aussi. Et puis, comme certains de ces rapports vont rentrer, tout compte fait dans les rapports de gestion des fonds, ils vont devoir eux aussi être auditables et contrôlés. Donc, c'est un petit peu ce que vous faites vous aujourd'hui. Et je pense que dans chacun de ces domaines, nous pouvons apporter à nos clients notre expertise. On a une vraie expérience opérationnelle du terrain sur tous ces sujets. Donc, comme nous avons des clients un petit peu partout en Europe, sur beaucoup de sujets différents, on peut vraiment être le fédérateur des besoins de l'industrie et représenter nos clients en face des différentes institutions qui peuvent nous donner certaines nouvelles règles. Nos services et nos solutions vont vous permettre de vous décharger donc déjà de cette première partie qui est de faire face aux régulateurs et de vous focaliser sur vos autres tâches du business qui est du day-to-day. Alors, ce n'est pas facile d'en arriver à pouvoir s'imposer comme ça en tant que RegTech face à un régulateur. C'est vraiment le fait que nous ayons un poids sur le marché qui est devenu assez important. Aujourd'hui, sur le sell side, on représente une très grosse partie de la production de KID en Europe sur notre plateforme. Et sur le buy side, suite à différents rachats et consolidations que nous avons faites, nous avons plus de 40 clients à travers l'Europe sur tout type de réglementation. Je crois qu'on fait une quarantaine de réglementations aujourd'hui aussi en Europe sur des volumes aussi très importants puisque notre solution est utilisée par d'autres providers de services d'ailleurs qui vont la prendre en marque blanche. Alors, aujourd'hui, une RegTech, pour faire simple, ça vous fournit un service. Vous vous concentrez sur votre travail, comme je le disais, sur votre métier premier. Là où un logiciel que vous allez devoir implémenter chez vous, ça représente une infrastructure technique qui va être mise en place. Ça va être des bases de données à maintenir, des datas à acheter, elles aussi à maintenir et à
faire vivre dans le temps. Et vous allez devoir orchestrer tout ça. Alors peut-être que, sûrement qu'à la Banque Postale, vous avez vos propres systèmes de workflow, mais chez d'autres gestionnaires ou d'autres sociétés, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais il va falloir avoir quand même un œil dessus, attentif, et savoir si tout se passe bien pour arriver à temps et en heure avec un niveau de qualité nécessaire. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment externaliser toute cette partie-là. Et on vous fournit un service clé en main. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est vérifier que ce qui a été fait est dans la qualité que vous exigez, hein, que c'est arrivé au bon moment, et le distribuer avec vos clients et en discuter avec vos clients par la suite. D'accord. Et du coup, donc, ces services clés en main que vous offrez, là, dans les développements récents, quelles ont été les opportunités que vous avez pu voir dans la sphère des RegTech? Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de développements en 2021 et 2022. Les régulateurs vous ont gâté. Dans les années qui vont venir. Donc, et comme quelqu'un me le disait récemment, à moins d'avoir été passé 2 ans dans l'ISS, vous n'y avez sûrement pas échappé, hein. Donc, si on prend un petit peu, pas dans l'ordre, mais les choses importantes, il y a le RTS PRIPS ajusté qui a été mis au mois de mars, je crois, et mis au mois de mars, hein. Et donc, là-dessus, nous avons travaillé sur pas mal de choses, hein. Nous avons déjà sur nos systèmes accompli des ajustements sur les calculs, hein, qui ont été proposés. Alors, il faut savoir aussi là-dessus que nous-mêmes avons participé au groupe de travail et avons pu influer sur certains de ces calculs, du moins influer, c'est ce qu'on espère. Mais on était très au courant en amont sur les calculs qui allaient venir. Ce sont en particulier les scénarios de performance qui comportent un changement complet de la méthodologie et avec pas mal de nouvelles exigences, surtout sur la partie historique qui doit être beaucoup plus longue et les sélections qui sont prises sur les repères et les proxys, par exemple. Ensuite, il y a toute la préparation des nouveaux documents KID, hein. Alors, c'est un sujet, on va voir comment ça va évoluer, hein. Pour l'instant, ça a été repoussé à 2022, sur le mois de juin, mais avec ce que viennent de faire les Anglais en gardant le UCITS KID dans l'état pour le moment, on va voir si ça va avoir un nouvel impact pour nous ou pas sur une période très longue. Et en outre, il nous reste d'autres choses encore sur lesquelles il faut que l'on travaille parce que tout n'a pas été complètement clarifié. Ce sont par exemple les coûts de transaction. Alors, bien que la méthode du prix d'arrivée, par exemple, a été repoussée pour 2024, hein, ça ne veut pas dire qu'il va falloir attendre 2024 pour la mettre en œuvre parce qu'on va nous demander à nouveau un historique des données d'ici là. Ça, c'est la première chose. Et puis après, on va avoir des calculs spécifiques à mettre en œuvre pour des fonds non linéaires, par exemple, ou des stratégies utilisées par les assureurs sur des CPPI, voilà, pour la couverture. Donc voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille encore et là-dessus, on n'est pas encore tout à fait prêt. Et puis, il faut aussi être très attentif sur un point qui est assez bizarre dans cette réglementation PRIPS, hein. C'est le fait qu'un produit utilisé énormément par nos chers amis et clients assureurs, qui sont les autocalls, autocallables, bah, dans la nouvelle réglementation, c'est un produit qui a une classification tout à fait à part. Il faudra les contrôler tout à fait à part, hein. Et là-dessus, il va vraiment falloir qu'on fasse attention parce qu'il va falloir repenser les scénarios de performance, les pricing models, les calculs de coûts. Enfin, donc tout ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille ensemble dans les mois qui vont venir. Voilà. Et puis si les gens qui nous écoutent sont intéressés sur ces sujets-là, mon collègue Ayal Lebovitz a publié pas mal de documents dessus, hein, et de discussions dessus. Il prend de façon active part à l'IOPA, aux discussions avec l'ESMA aussi ou au Findatech. Donc, il a une vision et quelques idées. Allez sur le net, rentrez son nom, vous allez trouver des documents à ce sujet. Voilà. Et puis, le deuxième sujet qui est beaucoup plus proche de nous, c'est le SFDR. Oui, Alors, ça nous intéresse beaucoup. c'est quelque chose que vous connaissez beaucoup, puisque je crois que depuis 2018, vous êtes à la Banque Postale Asset Management complètement ISR, hein. Oui. Et donc, alors pour vous, c'est peut-être pas une nouveauté, mais pour d'autres personnes, c'était peut-être quelque chose de nouveau à prendre en compte. Et donc, c'est vraiment la mise en œuvre. Pour la partie article 6, c'est déjà derrière nous. On a fait tout ça correctement au mois de mars. Mais maintenant, nous avons les articles 8 et 9 qu'il faut mettre d'ici à la fin de l'année en œuvre.
Et par contre, là, je dis d'ici à la fin de l'année, non pas le 1er janvier, parce que comme vous le savez, vos fonds peuvent être repris ou alors des portefeuilles de quelqu'un d'autre pourraient être repris dans des stratégies d'un autre fonds ou dans un assureur. Ils vont frapper ça dans leurs propres produits et eux-mêmes vont attendre de vous le fameux EET, qui est les European ESG Template, hein, pour pouvoir eux-mêmes reporter au 1er janvier. Donc, je pense qu'il va y avoir une pression de la part de vos clients pour que, quand je dis de vos clients, des clients des asset managers, pour qu'ils puissent produire les fameux EET au moins un petit peu en avance, donc plutôt sur le mois de novembre, je pense, pour leur donner du temps eux aussi pour s'adapter. Voilà. Alors, sur la partie, les points importants sur la partie SFDR, bah, c'était d'abord de définir un suivi clair des mesures pour les rapports précontractuels et périodiques, hein. Donc, il y a des formes qui nous ont été proposées là-dessus, hein. Et il faut s'adapter aux maquettes des rapports précontractuels, justement. Il faut avoir un historique beaucoup plus important sur la donnée, hein, parce qu'on va aller comparer, je crois, jusqu'à 4 trimestres de data et ça, peut-être qu'on n'a pas vu assez rapidement, puisque si on attend le mois de novembre pour récupérer les 4 trimestres de data, ça va être un petit peu plus difficile, hein. Mais donc, c'était pour éviter le fameux saupoudrage, la poudre aux yeux, en fait, comme on en pourrait avoir, ou le greenwashing, pour ne pas parler anglais pour le et puis, bien sûr, il va y avoir des méthodologies pour les sélections des indicateurs en fonction de la probabilité d'occurrence et de leur gravité, hein. C'est quelque chose qui a été défini, hein. Il y a une exigence étendue sur la partie information sur les produits, hein, entre autres sur les pages web, hein. Alors là, il y a un petit truc rigolo, c'est que vous avez un mandat qui, vous pensez, passe en section site et vous n'avez rien à dire à personne, hein. Et puis tout compte fait, le fait que vous faites un rapport, même s'il est dans une section cachée dédiée à votre client, bah, vu que c'est un rapport ESG, on va dire d'une certaine façon, bah, il va devoir répondre quand même à un certain type de standard. Ça va être un pseudo-rapport ESG SFDR qu'il va devoir faire. Voilà, ça c'était les choses un petit peu assez importantes sur lesquelles on voulait attirer votre attention. Alors, la taxonomie, bon, maintenant, on pense qu'elle est bonne, hein, mais elle est arrivée très tardivement. Aujourd'hui, on manque énormément de données encore, puisque, bon, euh, sur des produits classiques, ce n'est pas un problème, mais sur toute la partie, par exemple, real estate, private equity, les non-cotés, les illiquides assets, là, ça devient plus problématique. Et je pense qu'il y a un gros travail qui va être fait sur les prochains mois pour comprendre comment on va pouvoir remplir ce trou dans tout ça. Et puisque là, aujourd'hui, on est sur le forum Structure Retail Product France, hein, bah, on ne peut pas ne pas parler justement des produits structurés au sein de cette réglementation SG-SFDR. Eh ben, ils ne sont pas éligibles aujourd'hui, ils ne sont pas sous le coup du SFDR. Mais par contre, là, on a une sacrée différence entre le MIFID 2 et le SFDR, hein. Et donc, on risque de se retrouver à ce que les produits structurés que l'on aime tant en France, à nouveau chez nos amis assureurs, ne soient pas éligibles dans leur fonds. Et du coup, leur fonds ne pourrait ne pas être ESG compatible à cause des produits structurés. Donc, il y a vraiment un vrai travail à faire dessus, hein, et à reporter, à préparer des rapports et des EET pour les produits structurés pour ne pas se retrouver dans cette problématique. Alors, je ne suis pas un expert de la question, mais Ayal, à nouveau, travaille dessus, hein, et je pense que tous ensemble, on devrait essayer d'être force de proposition sur ce sujet, comme sur un autre problème qui est le testing du value for money dont on nous demande de faire. Alors, ça a été standardisé au UK, comme vous le savez, mais pour l'instant, il n'y a pas de point de vue commun ici en France, ni d'ailleurs au Luxembourg, ni en Allemagne. Et c'est quelque chose sur laquelle nous devrions aussi porter un œil attentif et essayer d'avancer dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, on voit effectivement que toutes ces réglementations évoluent très vite et en général, quand elles sortent, effectivement, on manque un peu de précision sur certains sujets et tout ça se nourrit au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes suffisamment apte à vous adapter dans les bons timings à ces différentes évolutions? De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. On est au provider de services, donc, oui, oui, on est apte, mais
comme vous le savez, on en a parlé précédemment, la force de LPA, c'est la présence auprès des groupes de travail, réunions sur les places. Donc, c'est vraiment notre travail en amont que nous faisons dans toutes ces associations et auprès du régulateur pour influer justement sur les décisions. Alors, nous devons influer sur les décisions pour bien comprendre quel va être l'impact et leur faire comprendre quel va être l'impact d'une telle réglementation sur notre business. Quand je dis notre business, je pense à ceux de nos clients, bien entendu. Et une fois que cette réglementation va quand même passer, puisqu'ils vont nous réglementer, bah, il faudra en amont que nous arrivions à analyser quels vont être les impacts sur nos calculs, quelles sont les modifications sur les systèmes que nous allons faire, parce que peut-être qu'il ne suffit que à rajouter certains nouveaux calculs, mais il va peut-être aussi s'agir de développement informatique ou autre qui est à faire sur nos solutions pour pouvoir être prêt au jour J. Voilà. Donc, c'est vraiment ce travail en amont que nous faisons qui nous donne une confiance totale que nous sommes toujours prêts en temps et en heure pour nos clients. Et puis de toute façon, il y a un autre point, c'est que vous, clients, avez la responsabilité ultime de la conformité. Et donc, nous ne pouvons pas mettre nos clients dans une situation délicate où nous n'avons pas produit les rapports et c'est vous qui êtes responsable de cette situation. Donc, de toute façon, on doit être en temps et en heure prêt. Alors, sur la partie reporting, etc., j'entends qu'effectivement, vous avez des solutions et que vous travaillez très en amont, etc. Mais ça, c'est un peu du data crunching, pour le dire un peu de façon un peu raccourcie. Maintenant, avec moi, ma casquette un peu plus juridique, et pour rester sur le terme, sur le thème de l'ESG et de SFDR, on va devoir rajouter des informations en plus à nos prospectus, sur nos fonds, sous un format standard. Et bon, du coup, est-ce que là, avez-vous des solutions sur ces aspects un peu moins data? Alors, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, les RegTech, et nous en particulier, on n'est pas juste un provider de logiciels qui vous donne un moteur de calcul et puis c'est tout. Nous avons toute une practice consulting et nous travaillons en amont pour réellement comprendre ce qui se passe et ce qui est attendu de nous. Donc, concrètement, pour revenir sur le sujet ESG et SFDR dont on a parlé tout à l'heure, nous avons développé les formes au format tel qu'ils ont été prescrits par le régulateur. Nous avons vu déjà à quoi ressemble. Nous sommes dans le groupe de travail qui est en train de définir le EET final. Alors, il n'est pas encore final, mais nous l'avons vu, nous savons déjà, il y a plus de 300 champs, si je me trompe, qui sont déjà à l'intérieur, et nous savons de quel champ nous parlons ici. Et donc, nous avons travaillé aujourd'hui pour comprendre quelles sont les données qui sont derrière et qu'est-ce que l'on a besoin pour pouvoir travailler avec. Alors, nous avons aussi travaillé sur des solutions pour mettre à jour vos sites web, parce qu'il n'y a pas que les formes, mais il y a aussi les sites web. Et il y a aussi le fameux Entity Level Disclosure, excusez-moi pour mon anglais, c'est le disclosure au niveau de l'entité. En français, je ne connais pas le terme exact. Voilà. Mais dans les rapports eux-mêmes, nous avons aussi travaillé sur les sections dans lesquelles il va falloir donner des narrations, en fait, du texte. Donc, nous avons analysé les fonds de nos clients ou les portefeuilles de nos clients. Et nous leur avons proposé en fait le texte qui va bien dans chacune des parties. Alors, il y a trois types de textes, comme vous savez peut-être, sûrement puisque vous avez travaillé vous de votre côté dessus. Il y a des choses qui sont vraiment une sorte de figure de style imposée et on va pas le produit rentre dans telle catégorie et le texte c'est ça et ça le définit. Ensuite, il y a une partie de texte, de narrative qui sont des narratives qui vont dépendre et s'adapter par rapport au calcul que nous avons pu faire. Et donc, nous avons automatisé aussi en disant, bah, si ça tombe dans telle tranche, il va aller chercher tel texte. Si ça tombe dans telle tranche, ça sera un autre texte, et ce genre de choses. Et puis, le dernier texte qui, lui, est presque un texte libre, où vous allez pouvoir, vous, mettre vos propres commentaires de gestion ou autres. Voilà, ce sont les trois types de textes. Et bien entendu, nos clients, alors, à nouveau, vous êtes la
responsable légal et vous avez la responsabilité ultime de ce qu'il y a dans ça. Donc, nous ne sommes que force de proposition. Nous vous proposons un texte. Vous, dans le système, vous l'acceptez ou vous le changez, mais vous avez toujours la main pour… Donc, nous avons travaillé sur ce texte-là. Voilà. D'accord. Alors, ça a l'air très prometteur et intéressant, évidemment, quand on vous entend comme ça, mais est-ce que, du coup, vous arrivez à être après, une fois si on installe ce genre si on a recours à ce type de service, que vous êtes suffisamment agile après vous pour vous adapter au fur et à mesure et à nos besoins et à ce que demande la réglementation, hein, ou est-ce que, du coup, il va falloir que je change l'outil dès qu'il y a une modification, ou je revienne vers vous, vous rachetez un petit logiciel? Alors, je vais commencer par la fin. Je ne suis pas un vendeur de logiciels et je vous donne un service. Et vous me dites jusqu'à où vous voulez que l'on fournisse ce service. Ça peut être un service qui va être complètement clé en main. Donc, vous m'autorisez à aller récupérer vos états chez votre fund administrateur ou je ne sais pas où, ou chez ceux qui sont supposés vous fournir des EPT, TPT ou autres, hein. Ou d'un point de vue final, c'est peut-être s'intégrer à certains de vos systèmes pour reprendre votre position. Voilà, ça c'est la partie intégration. C'est une chose que l'on fait une fois, on s'intègre avec vous, après c'est terminé. Après, on va avoir des contrats pour pouvoir récupérer de la market data ou ce genre de choses pour augmenter ces données. On va valider avec vous une fois que les calculs, c'est ce que vous voulez faire et que vous êtes d'accord avec ça. Et après, c'est un service qui va fonctionner. Et on va produire le rapport. Vous aurez le rapport final. Et on va pouvoir distribuer le rapport et savoir qui a consommé le rapport, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de logiciel. C'est un service avec un SLA sur lequel on s'est mis d'accord. Alors, est-ce que l'on pense être assez agile? On pense toujours être assez agile, mais dans le cas où on n'est pas agile, on a quand même automatisé pas mal de choses. Parce que si on doit en cours de route changer certaines choses, hein, nous avons des systèmes qui vont nous permettre d'interagir sur chacune des exceptions très rapidement avec notre client et avoir la possibilité de changer de version et avoir deux versions qui vont avancer en parallèle et ce genre de choses. Donc oui, nous avons l'agilité. C'était votre première question. Est-ce que vous devez changer de logiciel? Non, vous ne devez pas changer de logiciel. Seul bémol, vous changez de fonds d'administrateur, bah oui, il y aura des choses à faire. Vous changez de système en interne, oui, on aura des choses à faire. Mais de notre côté, sur la solution purement réglementaire, il n'y aura pas de choses à faire. D'accord, très bien. Et alors, pour prendre des exemples très concrets de ce que nous, on peut vivre au quotidien, en termes de reporting, on a les EPT, les EMT, les TPT, et donc bientôt le ET, donc beaucoup de templates différents de reporting. Vous apportez quoi de plus par rapport aux solutions qu'on a nous déjà? Alors, je vais éviter mon pitch commercial parce que je ne sais pas ce que vous posez vendre dans ma société, mais tous les documents, tout ce que vous venez de décrire, leur qualité dépend vraiment de la façon dont ils ont été construits et calculés. Donc, ce qui nous permet de vous fournir, notre vrai différenciateur, c'est la qualité des produits que nous vous fournissons. Étant donné, comme je vous le disais plus tôt, nous avons une très grande quantité de clients, nous savons exactement ce que nous faisons, nous savons où aller chercher la donnée, nous avons des modèles de calcul qui sont validés. Et donc, par exemple, on va prendre les coûts de transaction, par exemple. On sait exactement comment les récupérer, comment les calculer. Donc, et tout ça est automatisé. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un très haut niveau de qualité. La qualité, c'est vraiment notre matière première dans tout ça. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui est encore plus important pour vous, hein, parce que si on prend le EET, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va devoir être validé, du moins, ça va rentrer dans le rapport des comptes et quelqu'un va l'auditer. Et nous-mêmes, ce n'est pas dans notre essence d'être en capacité à valider ce genre et certifier ce genre de documents. Cependant, en ayant, j'espère un jour, la Banque Postale Asset Management, BNP Paribas, HSBC et tous les autres, ensemble sur la plateforme, faisant la même chose, hein, et ben, tout compte fait, tous ces calculs, ces méthodologies, d'une certaine façon, ont acquis un consensus sur le marché, hein, et de facto deviennent une best practice, ce qui vous aide, vous, face au régulateur, à dire, bah, écoutez,
On fait peut-être pas mieux, on fait pas pire, on fait exactement ce que font les autres parce que c'est ce que peut faire le marché au jour d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Thank you very much, Vincent, for answering my questions. And thank you to SRP. Merci Valérie et à très bientôt, je l'espère. Thanks. Bye. Thank you very much, Valerie and Vincent. Dear delegates, I hope you enjoyed the session. Please join us for the next panel discussion, which will be the last session of this conference, a panel discussion on crypto assets and structured products, future of finance. This session will start at 2:30 p.m. Thank you very much and have a lovely afternoon.